Alors, sans tarder, nous allons donner la parole à nos intervenants. D'abord à Madame Ju Wang Silash, que tout le monde appelle Jade. Jade. Donc, elle s'appelle Ju Wang Silash et aussi Jade. On la connaît puisqu'elle a fait sa thèse chez nous, au sein de Plidam. Elle va se présenter puisqu'elle s'est un peu éloignée géographiquement de Paris. On va lui donner la parole pour 25 minutes. Je vous propose qu'on l'écoute et qu'on donne la parole après au public pour d'éventuelles questions. Notre deuxième intervenant, ça sera après, Monsieur Oumar Baldé, qui est avec nous. Donc la parole est à Jade. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Thomas, bonjour Diana. Merci beaucoup Thomas de m'avoir invité à participer à ce séminaire. Et c'est vrai, ça fait longtemps que je n'ai pas participé à un séminaire doctoral de INALCO, du Pritam, parce que je me rends compte aujourd'hui qu'il y a 10 ans que j'ai terminé ma thèse. Voilà. Donc, le sujet que je vais aborder aujourd'hui, c'est sur un projet que j'ai développé pas très tout récemment, mais il y a un an. Donc, il s'agit d'un CLOM, MOOC, Massive Open Online Course. Et CLOM, c'est le cours massif en ligne ouvert à tout le monde et qui s'appelle Didactique du FLE dans une perspective francophone. Euh, donc, je m'appelle Jade Wanzilas et puis mon nom chinois, c'est Wang Jue. Wang, c'est mon nom de famille et Jue, c'est mon prénom. Donc, ça veut dire Jade. Voilà, tout bien. Et puis, actuellement, je travaille à l'Université de Genève en tant que conseillère technopédagogique senior et au Centre pour la formation continue et à distance. Et en même temps, je suis chercheuse associée à la faculté des lettres et aussi au PLIDAM. Voilà. Donc, est-ce que je peux partager mon écran? Bien sûr. OK. Alors, est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Oui. Oui. Très bien, parce que parfois, il y a des décalages Non, tout va bien. de Tout va bien. connexion. Tout va bien. Très bien. OK, bon. Alors, ça, c'est le sujet que je vais apporter aujourd'hui. Et, euh, et puis, je ne vais pas rendre la présentation très lourde, mais si à la fin, ça vous intéresse et puis vous voulez apporter quelques discussions avec moi, j'aimerais partager avec vous des recherches et des longues bibliographies après. Voilà. Alors, avant que je commence, j'aimerais parler quand même un tout petit peu sur le contexte. Le projet s'inscrit dans la faculté des lettres de l'Université de Genève, notamment École des langues et des civilisations françaises. Alors, et avec LCF, l'acronyme LCF, nous avons développé quelques MOOC, CLOM, dont il y a l'initiation à l'écriture Tomba en collaboration avec INALCO et vise à protection du patrimoine culturel avec une manière vivante. Et puis aussi, notre MOOC, langue et diversité de la variation du plurilinguisme, qui est le point très fort de LCF, de l'Université de Genève. Et puis à la fin, c'est le CLOM dont je vais parler aujourd'hui sur la formation des enseignants du FLE. Alors, c'est d'abord un projet de collaboration entre l'Université de Genève et OIF, c'est Organisation internationale de la francophonie, pour ces objectifs, renforcer les compétences des enseignants de FLE et développer, cultiver leur esprit critique sur les enjeux linguistiques et culturels de la francophonie dans une perspective d'ouverture et d'inclusion. Alors, et pour les objectifs très clairs définis par l'ensemble de ce projet, de soutenir et guider les enseignants, réduire le décrochage dans la profession, aider à la valorisation et la reconnaissance du métier d'enseignant et faciliter l'accès à une formation de qualité et à atteindre le public éloigné. Quand on appelle atteindre le public éloigné, ça veut dire c'est non seulement des publics qui n'ont pas d'occasion d'assister à une formation universitaire, surtout, de qualité, mais aussi le public qui sont vraiment éloignés du monde numérique, c'est-à-dire pour les enseignants qui travaillent dans un endroit ou dans des endroits
où la connexion n'est pas bonne, où ils n'ont pas forcément des opportunités pour assister à une formation de top qualité, très chic en ligne. Alors, voici l'équipe de l'Université de Genève. Et, il y a professeur Laurent Gaillot, professeur Isabelle Racine et docteur Roberto Patenestro, vient de LCF. Et docteur Roberto Patenestro, il est également le directeur de la Maison des langues de l'Université de Genève. Et moi-même, en tant que coordinatrice pédagogique, et mon collègue, mon ancien collègue, Monsieur Florent Dupertuis, qui travaille sur le côté technique. Et alors, notre mission, c'est listé ici, comme nous avons 4 missions: conception pédagogique, production des ressources d'enseignement et d'apprentissage, communication, promotion et l'accompagnement du bêta-test, que je veux revenir vers ce sujet bêta-test plus tard. Alors, avec une équipe audiovisuelle qui s'appelle Mikey Studio, qui était une équipe très jeune, très dynamique. Alors, l'équipe de OIF est présentée par principalement Dr. Rénie Yotova, directrice de l'enseignement et de l'apprentissage du français, et M. Emmanuel Samson, responsable du Centre régional francophone pour l'Europe centrale et orientale, avec une dizaine de bêta-testeurs et bêta-testeuses venant de 5 continents recommandés par OIF. Alors, la collaboration reste non seulement entre ces 2 institutions, mais aussi au cœur de la production du colloque. Donc, plus de 40 intervenantes invitées ont contribué au contenu, auquel s'ajoute une quinzaine de témoignages. Alors, je vous invite à regarder le teaser du CLOM, et ensuite, je vous présenterai les principaux axes de conception qui structurent la qualité de la formation. Alors, est-ce que vous entendez bien le son? Oui, oui, tout va bien, Jeanne. Oui. Oui. Non, là, non. Oui, c'est vrai que... Non, est-ce que tu as partagé, est-ce que tu as coché la... C'est pas grave, je veux repartager. Oui, la case partager le son sur le côté, oui. Oui, attendez. Oui, maintenant, oui. Mon travail commence quand vous avez décidé d'apprendre le français. L'entrée universitaire de quelque chose qui deviendra le français langue étrangère, c'est par le biais de la formation des enseignants. Certes, c'est la même langue, mais la distinction, elle se fait au niveau des contextes et des publics. Tout enseignant de discipline doit s'interroger sur les langues, le langage et les normes dans sa classe. On vient au monde d'une certaine manière à travers une langue nous met au monde. Est-ce qu'on est francophone si on a étudié le français à l'école ou plus tard, mais depuis combien de temps? En didactique, on prend souvent en charge le français oral, on ne prend quasiment jamais en charge le français parlé. Aujourd'hui, on ne cherche plus à transformer l'apprenant et à le soigner de son accent étranger et à le transformer en natif ou en native. À inciter les apprenants à libérer leurs gestes, ils sont beaucoup trop immobiles en classe de langue. Faire vivre la littérature, la vivre en tant qu'apprenant. Le français, c'est la propriété de tous les locuteurs francophones et pas seulement donc la langue des Français. Bon, je pense que jusqu'à maintenant, vous avez un peu de notion sur comment ça se présente dans la dynamique qui se présente dans ce colloque. Et puis, je continue de vous présenter un peu les modules dans ce colloque. Donc, il y a 5 modules, comme vous voyez dans le slide. Et, le module 1 propose des bases. Il revient sur le fondament historique et conceptuel de la didactique du FLE.
en montrant ses liens avec les sciences du langage, les sciences de l'éducation et la psychologie. Et le module 2, clarifier les différentes déclinaisons du FLE en fonction des publics et des contextes. FLE, FLS, français de scolarisation, français sur objectifs spécifiques ou universitaires, et plus récemment, français langue d'intégration. L'objectif est d'aider les participants à situer ces approches et de choisir des outils les plus adaptés à leur pratique. Le module 3 aborde les grands domaines du FLE, la langue, la culture et la littérature. Il met également l'accent sur la dimension multimodale de l'enseignement du français. Le module 4 est consacré aux évolutions récentes de la didactique du FLE autour de 3 axes majeurs, le numérique, la prise en compte de la variation linguistique et la didactique du plurilinguisme. Et enfin, le module 5 élargit la perspective en remplaçant la didactique du FLE dans le cadre de la francophonie. Il explore les enjeux d'une didactique contextualisée et les dispositifs de coopération internationale. Et après chaque module, il y a le test modulaire. Et dans ce test, il y a environ 10 questions. Et puis, une fois on termine le test, on peut obtenir le badge de réussite. Et puis, on peut continuer jusqu'à la fin. Et après chaque module, il y a aussi des questions ouvertes à répondre dans le forum modulaire. Par contre, participation à ces forums, les forums n'est pas obligatoire. Donc, quand tout c'est fini, on arrive à examen final. Si on finit examen final, on réussit, on peut obtenir l'attestation de la réussite de l'ensemble de formation. Alors, là, la qualité du CLOM repose sur 4 axes principaux que je vais vous montrer ici avec ce tableau. Accessibilité et ouverture, ce qu'il s'agit avec une plateforme Moodle ouverte pour simplifier l'inscription et l'accès, et en mettant les vidéos sur chaîne YouTube de OIF pour aussi faciliter l'accès et ne pas rendre la plateforme Moodle ouverte très lourde. Alors, ces objectifs, l'objectif, c'est pour de publics éloignés de l'université et pour le rendre plus facile d'entrer dedans. Alors, ensuite, conception pédagogique fondée sur CUA, que je vais discuter tout de suite, et la conception universelle d'apprentissage, guide d'apprentissage et support multimodal, avec les quiz modèles pour auto-évaluation. Le troisième, c'est accompagnement, c'est le tutoriel pour la mise en main des outils et soutien tutoré asynchrone sur forum, et qui sécurise les parcours et limite le décrochage. Enfin, engagement et professionnalisation, c'est grâce à un système de badge menant à une attestation que je vous ai dit tout à l'heure et à la construction d'une communauté professionnelle durable. Alors, la conception universelle, c'est la variabilité des apprenants et apprenants au cœur de la conception des parcours. Il s'agit de diversifier des représentations, multiplier les modes d'expression et soutenir l'engagement, que je vais vous montrer avec les exemples concrets tout de suite. Et par exemple, ici, l'avantage du modèle ouvert est de simplifier l'inscription. Alors, ce tuto montre comment créer un compte et s'inscrire dans le CLOM en PDF et en format vidéo selon les publics. Alors, ensuite, l'apprentissage guidé se trouve en 3 niveaux. Niveau module, leçon et activité, que vous voyez avec les flashs différents. Alors, je vais juste attirer votre attention sur les leçons de chaque module. C'est construit avec un outil qui s'appelle Livre sur Moodle. Alors, comment ça se présente, ce livre? Avec ce livre, le contenu d'une leçon ou dans l'ensemble du module peut se présenter comme un livre avec des chapitres. Et puis, tout ce contenu pourrait être téléchargeable et puis téléchargé, et en format PDF, et comme ça pour ceux qui veulent apprendre plus tard ou réviser régulièrement. Alors, pour les vidéos, la vidéo est hébergée sur Moodle, sur YouTube chaîne,
mais présenté directement sur la plateforme avec transcription qui affiche juste en bas. Et pour ceux qui veulent réviser, on a aussi une option PDF à télécharger tout de suite, tout en bas de l'affichage de transcription. Tout ça, c'est pour rendre la plateforme de navigation plus économique. Pardon. Alors, il y a un bêta-test avant lancement. L'objectif de ce bêta-test est de tester le dispositif avant son lancement officiel afin d'en vérifier le bon fonctionnement et d'y apporter des ajustements nécessaires. Leurs retours ont largement contribué à offrir aux futurs participants une formation de qualité. Et ça, c'est une étape très, très importante pour nous. Alors, le CLOM ouvert le 18 octobre 2024 sur la plateforme Moodle Hub de l'Université de Genève jusqu'au 19 décembre 2025, presque un peu plus qu'un an, a suscité un vif intérêt avec 2828 participants inscrits venant de 126 pays, avec 708 attestations finales délivrées provenant de 76 pays. Parmi les 2028 participants inscrits, il y a 1007 participants ont validé le test du module 1, soit un taux de participation active de 36%, qui est un chiffre très élevé comparé aux moyens généralement observés dans les MOOC. Donc, les résultats des pages modulaires que vous voyez ici, délivrés à l'issue de chaque module, met en évidence un engagement durable d'un noyau de participants, malgré il y a une diminution progressive de nombre de pages obtenues au fil des modules. Mais ça, c'est normal, parce que ce n'est pas encore tout à fait fini. Si vous allez sur la plateforme, le chiffre augmente tous les jours. Alors, voici l'attestation. Nous avons beaucoup travaillé sur la mise en forme et mise en place de l'attestation avec toutes les informations détaillées, à la fois détaillées et très claires. Et puis, il y a aussi, que vous voyez en bas de cette deuxième page, il y a code et lien de vérification, c'est-à-dire pour ceux qui veulent vérifier la validité de cette attestation, ils pourraient cliquer ce lien qui amène à la plateforme Moodle Hub de l'Université de Genève, qui affiche le contenu et puis le nom de la personne qui ont obtenu cette attestation. Alors, un peu de retour des participants. Okay. Et premier retour, c'est par rapport aux enquêtes qu'on a lancées après le CLOM, à la fin de l'année passée. Et, voici, il y a j'ai mis 4 catégories de résultats et, pour qu'on puisse voir plus clairement. Donc, avec ces résultats, et sachant qu'on n'a que 144 réponses complètes recueillies, et ça fait 5% de l'ensemble des personnes participants inscrits. Donc, on ne peut pas dire que c'est tout à fait représentatif, mais on pourrait avoir quand même des informations ou quelques indications par rapport aux résultats. Donc, les participants du CLOM étaient majoritairement des adultes francophones, motivés et expérimentés. Ils ont suivi la formation de manière active ou plus ponctuelle en consacrant 2 à 5 heures par semaine et en participant parfois au forum. La satisfaction globale est très élevée grâce à la qualité de contenu et à l'applicabilité des apprentissages. Les difficultés restent marginales, principalement techniques ou liées à l'interactivité limitée. Et sachant qu'à la fin, vous voyez tout en bas à droite, il y a des attentes et approfondissements que nous pouvons revenir à la fin de ma présentation. Alors, il y a aussi la participation et interaction sur les forums que nous avons apporté une analyse très fine que je n'ai pas de temps pour développer malheureusement en détail. Mais nous avons posé 5 questions
après chaque module, ce sont questions ouvertes qui invitent les participants à répondre. Mais ils ne sont pas obligés de répondre à ces questions. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que dans chaque module, il y a beaucoup de participants qui ont répondu aux questions. En total, on a 1493 réponses avec un peu d'équilibre, un peu de messages, nombre de messages à peu près équilibre entre le tutorat et les tutrices, tuteurs, tutrices et les participants. Et par contre, nous avons également observé le nombre de vues très élevé. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas répondu aux questions, mais il y a beaucoup de gens qui sont allés pour regarder les messages. Alors, je cite quand même quelques réponses. Et, il y en a beaucoup, beaucoup. Et les forums, ça nous montre que les forums modulaires permettent aux participants de développer une réflexivité professionnelle continue en articulant les thématiques du CLOM avec leurs pratiques d'enseignement, leur positionnement et la diversité linguistique. Ces échanges montrent que les discussions ne sont pas isolées, mais ancrées dans les situations concrètes et variées d'enseignement. Par exemple, module 1, c'est le contexte, et module 5, et il s'agit aussi sur les catégories de pays francophones, sur la francophonie et la place de la francophonie dans l'enseignement, etc. Voilà. Et pour le tutorat, nous avons également fait un petit analyse et puis les messages sont repartis selon le modèle Community of Inquiry de Garrison, Anderson et Hatcher. Donc, nous avons également identifié 3 présences et dont la présence sociale est très, très présente. C'est-à-dire, les stratégies de tutorat ici sont de valoriser la contribution de chaque participant et d'encourager leur participation et la contribution et puis partager encourager de partager leur expérience. Et puis, le tuteur et tutrice eux-mêmes partagent avec une posture plutôt collègue afin de construire une communauté d'apprentissage, communauté professionnelle entre ces enseignants. Alors, cette analyse est complétée par le témoignage publié sur LinkedIn. Et pour faciliter la lecture, je rassemblais tous ces témoignages LinkedIn sur un Padlet que vous voyez ici. C'est une capture d'écran, mais il y a un lien. Si vous voulez, je peux partager plus tard dans le chat. Et qui relève une émergence d'un sentiment d'appartenance à une communauté professionnelle francophone transnationale. Voilà. Donc, je vais bientôt terminer ma présentation, mais avant ça, c'est aussi une question que beaucoup de participants ont posée dans le forum et puis également nous écrire. On pose la question, quelles sont les étapes suivantes? Et puis, sachant que dans le questionnaire, il y en a beaucoup qui ont parlé de la possibilité de faire une micro-certification, la possibilité de l'intégrer ce CLOM dans le cursus de formation de base, même formation continue des enseignants. Donc, c'est là, je pense qu'on devrait réfléchir un peu. Et puis, moi-même, en tant que chercheuse, je remarquais également une émergence de communautés d'apprentissage, communautés professionnelles à travers les forums. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut aussi faire à partir de cette expérience? Donc, je vous remercie pour votre attention et puis je termine ma présentation et puis tous vos commentaires, remarques sont les bienvenus. Merci. Nous allons donner la parole à la salle, si on peut considérer que vous êtes une immense salle continentale et transcontinentale. J'aimerais juste dire que Jade a fait une thèse. Pourrais-tu nous rappeler le titre de ta thèse? Ah, le titre de ma thèse, en fait, c'est pour, en gros, le thèse s'inscrit dans une démarche de télécollaboration, on appelle aussi échange virtuel entre les apprenants chinois qui apprennent le français en Chine et les apprenants francophones qui apprennent le chinois en France et en Suisse.
Donc, ça s'appelle e-tandem. C'est e-tandem. e-tandem. Et Voilà. d'après mes souvenirs, tu as Mm. consacré un outil d'apprentissage très particulier Mhm. dédié à une langue que personne ne connaît. Tu peux nous dire ce que c'est comme langue? Ah oui, c'est une langue, c'est pas une langue, en fait, c'est l'écriture qui s'appelle l'écriture Dongba. C'est une écriture principalement pictographique qui est en danger de disparition aujourd'hui et qui est utilisée principalement par les chamans d'une ethnie minoritaire en Chine qui s'appelle Nasi. Donc, cette écriture est créée par le chaman du peuple de Nasi au sud-ouest de la Chine, qui est utilisé principalement dans les cérémonies rituelles religieuses ou dans les classiques du peuple Nasi. Voilà. Merci beaucoup. Il est Alors, en danger de disparition. Donc, ok. voilà. Nous passons maintenant aux questions. Est-ce que vous pourriez vous manifester si vous avez des questions à poser à Jade? Oui, s'il vous plaît. Je remercie Diana qui, dans les coulisses, Oui, nous aide à faire fonctionner cette plateforme. Oui, il y avait une question, je crois. Ouais. Oui, Issa Maïga de Gao. Moi, ma question, ça porte sur comment atteindre le public éloigné. Parce que c'est intéressant, c'est tellement intéressant pour nous parce que nous sommes des enseignants aussi, ici au Mali, dans le nord du Mali, avec tout ce que nous vivons comme difficultés. Et il se trouve que les enseignants, globalement, tout le monde hein, est déconnecté un peu des systèmes d'apprentissage. Et ce module me paraît intéressant à partir du moment où un de ses objectifs était d'atteindre un public éloigné. Et je veux comprendre maintenant comment atteindre ce public. Merci À partir beaucoup du pour moment où votre tout question. se passe sur Internet. Oui, merci Je vous beaucoup. remercie. En fait, c'est une question très, très importante et je n'ai pas pu développer dans la présentation. Et ça, c'est le côté promotion. Voilà. Et puis, nous, aujourd'hui, en tant que chercheurs, hein, on se focalise plutôt sur ce qu'on fait. Et puis, on devrait, à mon avis, faire un peu plus attention pour promouvoir ce qu'on a fait. Alors, c'est ce projet a été la promotion de ce projet est faite au sein non seulement de OIF, parce que OIF, c'est une grande organisation. Ils ont fait la promotion de ce projet. Mais ce n'est pas suffisant parce qu'il y a des gens, comme vous avez dit tout à l'heure, qui travaillent vraiment dans un endroit très éloigné. Et comment atteindre ces gens-là? C'est à travers des bêta-testeurs, bêta-testeuses dans ce projet. Parce que nous avons invité au moins moitié, 4 ou 5 représentants en Afrique. Et parce que c'est l'OIF qui sait qu'il y a des difficultés pour atteindre ce public. Du coup, on a fait des promotions non seulement à travers LinkedIn, tous les réseaux sociaux habituels, mais aussi avec les gens dans la région, donc en région régionale. C'est-à-dire que, par exemple, je fais la promotion avec un participant, un bêta-testeur invité. Lui, il est aussi représentant à Bénin, dans une région. Voilà. Du coup, c'est lui qui a aidé pour créer un groupe WhatsApp et je suis rentrée dans ce groupe WhatsApp. J'ai également leur guidé comment faire l'inscription, comment se connecter sur le cours. Et puis, il y a ce côté très subtil à faire. C'est pas seulement sur la plateforme. La plateforme, elle est bien, elle est bonne, elle est accessible. Mais après, comment atteindre ces objectifs? Il faut travailler avec les gens locaux. C'est avec cette manière qu'on a fait venir les publics. Mais je pense que c'est pas suffisant non plus, hein. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais si ça vous intéresse, si vous connaissez autour de vous, il y a des collègues qui sont intéressés, n'hésitez pas de me contacter. Je peux vous aider pour leur donner l'accès ou pour leur aider à créer compte. Voilà. J'ai une question, Jade, Oui. même si je ne suis plus doctorant. Il y a une question que chacun d'entre nous peut se poser.
légitimement. On n'arrête pas de pousser les doctorants et les jeunes docteurs à monter des projets et en leur demandant de trouver des cofinancements. Alors, votre cofinancement de la part de l'OIF consiste en quoi? On ne veut pas connaître les détails, mais quel est le type de soutien apporté par l'Organisation internationale de la francophonie? En fait, OIF, il soutient ce projet avec leur financement pour développer une formation continue et qui pourrait atteindre surtout le public éloigné. Donc, c'est dans ces objectifs-là, on a conçu ensemble ce Scrum. Et puis surtout, dans une perspective francophone. Parce que moi, je ne suis pas experte dans ce domaine-là, donc je ne peux pas vous donner beaucoup plus de choses en détail, mais d'après ma connaissance, il y a beaucoup des OIF organisent beaucoup de formations tous les ans sur place, mais combien de gens pouvaient venir sur place? Et puis, ils organisent aussi localement, c'est-à-dire ils envoient les formateurs, formatrices sur place pour former ces enseignants-là. Mais ce genre des opportunités sont assez limitées. Donc, on revient vers le budget. Merci beaucoup. Le côté D'autres questions? financement, Merci beaucoup. c'est en fait, ils ont donné le financement pour qu'on puisse concevoir un cours de qualité et en même temps pour aider la promotion. De la part de Genève, Genève a organisé des séances de cérémonie d'ouverture et à faire les promotions dans toutes les interventions, toutes les communications scientifiques. Voilà. Oui, il y a Merci. d'autres questions. Oui, je vois. Sûrement, il y a sûrement d'autres questions. Mm. Le silence Oui, épais. Mais il y a deux mains levées. Il y a Camilla et Palestine. Oui. C'est à moi? Oui. C'est à moi maintenant. Bon, je salue maintenant tous les collègues qui sont là. Merci beaucoup pour la présentation. Merci beaucoup pour l'invitation. Bien sûr, voilà. Donc, ça me fait très plaisir de participer à ce séminaire et à chaque fois, voilà, de m'enrichir. Cette fois-là, je dois dire que c'est un sujet qui m'est très cher parce qu'on est au final plus ou moins tous enseignants du FLE. Mm. Et alors, voilà, j'ai plusieurs idées, voilà, à partager avec vous. J'essaye de les structurer. La première chose, voilà, j'ai bien aimé votre petite présentation en vidéo avec les personnages, voilà, les spécialistes connus dans le monde entier, plus ou moins, voilà, comme Jean-Pierre Cuc, Roberto Paternostro, voilà, Emmanuel Guérin, etc. J'ai pas tout à fait compris. Voilà, j'ai vu, vous avez saisi quelques citations peut-être les plus intéressantes dans la vidéo. J'ai pas tout à fait compris à quoi servent voilà ces entretiens. C'est peut-être inséré dans le premier module. Voilà, j'ai pas saisi à quoi servent les entretiens que vous avez proposé pendant voilà cette petite vidéo. Voilà, ça c'est la première chose. Très intéressant d'ailleurs. Voilà, ça m'intéresserait de les voir d'une manière plus développée. La deuxième chose, voilà, votre présentation m'a fait penser au stage de formation, voilà, la formation continue du Kavilam, qui sont aussi mondialement connus. Vous êtes peut-être prêts déjà à cette question. Voilà, quelle est la différence entre ceux que vous proposez et les formations voilà, proposées par les spécialistes du Kavilam? Je peux dire, voilà, juste histoire de partager avec vous mon expérience, je peux dire que en Russie, voilà, il y a tous les mois à peu près, pendant l'année académique, on propose, voilà, toujours à distance, de petites, disons, rencontres qui font partie, voilà, de cette formation continue, gratuite, proposée aux professeurs, voilà, de FLE en Russie. C'est organisé par, voilà, niveau financement. Je n'en sais rien, mais je suppose que c'est financé par les alliances françaises et les instituts de français en Russie. Vu qu'on ne fait pas partie, on n'est pas membre de l'EIF, mais il y a quand même toujours voilà, ce lien. Et voilà, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je pensais que c'était voilà, la ressource la plus connue, voilà, mais je suis contente
d'apprendre qu'il y a aussi cette ressource en ligne, c'est-à-dire qu'il est toujours accessible, n'est-ce pas? Il est toujours, voilà, c'est pas comme les formations qu'on donne, voilà, tel jour, telle heure, il faut être là pour participer à la formation, même si c'est à distance. Voilà. Et disons, bon, ça, ce sont les choses les plus importantes. Et puis, si j'ai bien compris, voilà, les thématiques choisies, franchement, ça me rappelle. Voilà, ça me rappelle plus ou moins voilà, les cours de didactique qu'on a normalement, voilà, qui font partie de notre cursus universitaire quand on devient voilà, professeur. Disons, c'est pour peut-être, voilà, les cursus universitaires sont différents, ça c'est clair. C'est pour un peu, voilà, à qui sont destinées quand même voilà, les ressources que vous proposez, parce que j'ai l'impression que c'est plus pour les professeurs d'école. Non? Ou je me trompe? Voilà, peut-être je ne l'ai pas saisi voilà, lors de votre présentation. Merci beaucoup. Voilà, j'espère de ne pas vous avoir dérouté avec mes questions. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez dire déjà? Merci. Merci beaucoup pour vos questions. Ça ne nous empêche pas parce que vous posez des questions, parce que vous êtes intéressés. Voilà. Déjà, c'est un bon signe pour nous. Alors, premièrement, par rapport au teaser, en fait, quand je montrais la vidéo, je dis c'est un teaser. Quel est l'objectif d'un teaser? Le teaser, c'est attirer l'attention et donner l'appétit. Et puis, je pense que j'ai bien réussi parce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez envie de voir ce clone. Donc, si vous avez, ça vous donne envie, et c'est-à-dire l'objectif à être, voilà. C'est une manière de promotion, mais promotion scientifique, dans ce sens que il n'y a pas seulement comme, c'est pas un pub commercial, mais c'est un pub qui montre qu'il y a de contenu concret dedans. Qu'est-ce que vous allez apprendre dans ce clone? Et en 1 minute et demie. Voilà. Donc, j'espère que j'ai répondu à votre première question. Et c'est pour ça, vous voyez, il y a plusieurs citations. Et en fait, c'est comme le petit scénario qu'on a tiré de l'entretien, parce qu'en fait, chaque vidéo, ce cours, il est un peu spécial parce qu'il n'y a pas un prof ou une équipe qui donne le cours. On rassemble toutes ces idées ensemble avec les 5 modules, cinq sujets choisis dans la perspective francophone et qui est rare dans le monde aujourd'hui. Et puis, on invite les 40 intervenants du pays différents, de points de vue différents, avec aussi le témoignage. Pas le temps pour montrer le témoignage. Et puis, le témoignage, ça s'accumule jour après jour. Donc, il n'y a pas que 15. Peut-être il y aura d'autres expériences qu'on trouve importantes, intéressantes. Donc, c'est pour ça que, dans certains sens, ce clone, il est vivant. Donc, il est vivant, il a un contenu d'amélioration. Il y a aussi des contributions des participantes qui sont valorisées, qui sont même utilisées pour enrichir le contenu de l'ensemble de cette formation. Alors, donc, c'est pour ça, en fait, ça fait différence entre ce clone et d'autres formations continue qu'on propose en présentiel. Parce que, comme vous avez dit aussi, hein, quand on finit, on part. Il n'y a rien qui reste. Et puis, l'objectif 3, ou hors de cette formation, c'est aussi pour voir est-ce qu'à travers cette formation, on pourrait également créer une communauté francophone, une communauté des enseignants FLE qui travaillent dans un contexte très différent, qui pourraient partager leur expérience. Donc, c'est ça, en fait, la diversité, plurilinguisme, et sont très valorisés dans cette formation. Donc, c'est ça aussi qui fait différence. Voilà. Ce n'est pas seulement une plateforme qu'on va et qu'on regarde, qu'on apprend, et puis on part. C'est pour ça que je passais du temps pour montrer, je ne peux pas montrer tout, hein. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire dans ce MOOC pour voir les messages dans le forum. Et puis, c'est très, très, très riche. Voilà. Donc, c'est pour ça, en fait, oui. Merci, mais excusez-moi, je voulais juste, pour ne pas oublier, je voulais juste vous faire une petite suggestion, si vous permettez. Au niveau, voilà, pour la diffusion plus internationale, voilà, j'ai eu une idée. Je me suis dit que voilà, l'EF n'est pas présente partout.
Et l'idée que j'ai eue, c'est peut-être de contacter les associations des professeurs de français. Parce que celles-là sont présentes dans tous les pays, je crois. C'est en quelque sorte lié. Je sais que c'est lié à l'EF et voilà. Donc il y a des liens, mais je crois que voilà, peut-être pour la Russie, comme exemple, voilà, que j'ai, ça pourrait être voilà, une solution. Et je suis sûre qu'il y aura des personnes motivées et qui seront contentes vraiment de participer, voilà, à ce genre de choses et vous donner aussi, voilà, leur point de vue, voilà, la réaction que vous attendez de la part des Super, personnes. c'est super. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. J'espère que Je, vous ne je me note trouverez votre pas. coordonnées et puis je Oui, vous oui, oui, envoie le des temps passe très informations. vite et vous me trouverez brutal, mais il faut malheureusement, il faut qu'on cesse de discuter à Oui, mais il y propos de avait la. Palestine qui a levé la main depuis. Oui, alors, une question et une rapide présentation. Dites qui vous êtes et posez votre question. Merci. D'accord, bonjour. Merci beaucoup pour la présentation. Je suis Palestine Rostrus. Je fais partie du PLEDAM. Je travaille sur l'enseignement à distance, en particulier sur la compétence orale. Et c'est ça la question. Puisque je vois que c'est le même sujet, on travaille sur le même thème, alors en faisant de formation pour les profs, alors, est-ce que vous travaillez avec des professeurs, par exemple, à un niveau homogène, par exemple, des profs d'école ensemble, des profs d'université ensemble, ou vous faites une variation alors dans le niveau des profs lors de la formation? Et la deuxième chose, la compétence enseignée. Est-ce que vous trouvez que, alors en particulier l'oral, comment vous faites à former les profs pour donner des cours, l'enseignement de la compétence orale, expression en compréhension à distance? Comment ça se fait? Est-ce que c'est facile ou c'est pas facile de votre point de vue? Comment vous faites? Merci. Merci beaucoup pour vos questions. En fait, vos deux questions sont très, très intéressantes et puis ils sont très pertinents par rapport à la formation des enseignants. Par contre, moi, je suis pas la formatrice des enseignants du FLE, voilà, parce que je suis plutôt dans le domaine ingénierie pédagogique sur ce côté-là. Donc, sur ce côté-là, je pense que il y a des côtés théoriques qu'on pourrait faire à travers un cours en ligne massif. Mais finalement, je pense que organiser à travers un cours massif en ligne, on peut organiser de petites sessions. Je pense que ce sera bien au niveau contextualisé, hein, pour former des petits groupes de discussion, pour partager, voir comment on enseigne l'oral, etc. Et malheureusement, je ne suis pas expert dans ce domaine. Et puis, peut-être, je vais transférer votre question à mes collègues, par exemple, Isabelle Racine et Roberto Patentosco. Et les deux, ils sont experts dans le domaine de Oui, s'il l'oral. vous plaît, merci. Voilà. Merci. Je vais leur poser la question. Et puis, voilà, j'espère qu'ils peuvent vous répondre. Merci beaucoup. Merci. Nous ne quitterons pas la francophonie puisque nous allons au Sénégal. En revanche, nous quittons l'Europe et la Suisse pour aller en Afrique. Oumar Baldé, vous avez compris, on a des chercheurs plus avancés dans leur carrière comme Jade, qui est rattaché déjà à une université, et nous avons un doctorant, un jeune homme, Oumar Baldé, qui nous propose un titre énigmatique. Il va tout expliquer, normes et variations linguistiques du poulard au Sénégal, cas du Fouladou, du Fouta, Toro. La parole pour 25 minutes est à Oumar Baldé. Merci d'être là aujourd'hui, chers collègues. On va quitter la Chine pour aller en Afrique de l'Ouest. Et qu'est-ce qui nous amène en Afrique de l'Ouest? C'est précisément le poulard. Moi, je m'appelle Oumar Baldé, je suis un doctorant à l'INALCO et je travaille sur les normes et variations linguistiques du poulard au Sénégal. Alors, ma présentation d'aujourd'hui portera sur les points suivants. L'introduction. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez passer en mode diaporama? Ça sera plus sympathique. Merci. J'étais sur le plan de l'exposé. Alors, je disais, ma présentation d'aujourd'hui portera sur ces points-là. L'introduction,
une problématique de recherche, mes motivations de recherche, l'hypothèse de travail, la méthodologie adoptée, les pré-résultats d'une enquête, les difficultés rencontrées. Alors, dans l'introduction, je disais que on part au Sénégal, plus particulièrement en Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest se trouve dans la carte d'Afrique que vous voyez là, ce qui est en vert. Le Sénégal se trouve en Afrique de l'Ouest. Et qu'est-ce qui nous intéresse là? La population sénégalaise. Nous voyons que la population sénégalaise compte 18,50 millions d'habitants. Le taux d'alphabétisation des adultes est de 50%. La religion est islamique, 99%. Et la langue officielle, c'est le français. La langue courante, c'est le Wolof, Diola, Manding, Pulaar, Serer et Mandinka. C'est les langues, c'est d'une manière générale ce qui est le Sénégal. Alors, parlant de la langue Peul, on dira que les locuteurs se trouvent principalement en Mauritanie, Sénégal, en Guinée, au Mali, au Niger, au Burkina Faso, et c'est dans cette partie qu'on parle le Pulaar. Et le Pulaar, c'est une langue des Peuls. Les Peuls, souvent, c'est des nomades contribuent à la diffusion de cette langue. Vous ne le savez pas peut-être, mais parler le pulaar, c'est bien plus que maîtriser une langue. C'est s'immerger dans une culture ancestrale. Alors, de plus en plus, le pulaar est utilisé dans l'éducation, les médias, dans plusieurs pays, et dans l'éducation, de nombreuses radiodiffusions également en pulaar. Contribution à la vitalité et à la modernité de cette langue. Vous pouvez, à ce niveau, se demander sûrement pourquoi apprendre le pulaar. On n'est jamais à l'abri du besoin en matière de compétences linguistiques. Donc, apprendre le pulaar nous donne des avantages. Pour les Peuls, surtout de la diaspora, c'est au moins de se reconnecter à leur culture d'origine. Et les non-Peuls, c'est une opportunité de mieux apprendre et apprécier une culture riche et diverse. En somme, le pulaar est une langue fascinante qui porte en elle l'âme du peuple Peul. Alors, au Sénégal, nous avons des ethnies. Si vous voyez la carte, il y a plusieurs ethnies au Sénégal. Au nord, par exemple, nous avons des Peuls, nous avons des Wolofs, nous avons des Mandins, des Soninké, mais surtout, ce qui nous intéresse, nous, c'est les Peuls. Et vous observez, vous allez voir les Peuls se situent au nord, au centre et au sud. Et nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est le sud. C'est dans cette partie-là où c'est écrit Mandin, c'est cette partie-là les Peuls du Sud, c'est dans cette partie qu'on appelle le Fouladou. Et au nord, c'est cette partie-là qu'on appelle le Fouta-Toro. Et tout ce qui est coloré en bleu, nous avons la présence des Peuls. Alors, des bergers aux paysans serrés, des agriculteurs tout couleur ou commerçants. Au nord, le Fouta-Toro est le royaume héritier du Tekrou médiéval qui occupe la ville entre le XIIe siècle et le XIVe siècle. Le Fouta-Toro a été dirigé notamment par les Sarakolais, les Sérères, avant l'arrivée du guerrier conquérant d'origine Peul qu'on appelle Koli Tengela. Donc cette partie du nord qu'on a intitulé Fouta-Toro auparavant s'appelait le Tekrou. C'est par la suite que le conquérant Peul qui s'appelait Koli Tengela a pu occuper ce lieu. De cette manière, nous avons une forte présence des Peuls au Fouta-Toro. Et au sud, nous avons le Fouladou qui est historiquement le dernier royaume du Sénégal entre le XVIe siècle. Ce royaume a été fondé surtout par le chef qu'on appelait Alpha Molo Baldé. Mais ce qu'il faut comprendre dans cette partie,
avant le Peul, il y a eu une forte influence des Mandins qui ont d'abord occupé ce royaume avant l'arrivée des Peuls. Dans cette carte, nous avons les langues principales du Sénégal. Au Sénégal, c'est un pays plurilingue. Nous avons plus de 25 langues parlées au Sénégal. Mais nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est voir les parties là où le Peul est parlé. Nous avons au nord, au centre et au sud. Vous voyez très bien, c'est la seule langue qui est parlée au nord et au sud, dans toutes les parties. Une grande partie au centre, une grande partie au nord et au sud. Mais surtout, ce qui nous intéresse de plus, c'est le Peul au sud. Vous voyez, le Peul, là, nous sommes à côté de plusieurs autres langues. Alors, qu'est-ce que cela nous pousse à faire? Après ces observations et certains constats, nous avons eu des motivations de recherche. Alors, nous avons entre autres motivations la volonté de faire de la variété langagière du Pulaar au Fouladou un travail scientifique, car les langues meurent et ne pas agir, on reviendrait à se résigner à l'appauvrissement culturel de l'humanité. Nous avons aussi vu, malgré de nombreux travaux, il y a des précisions à faire. Pourquoi des précisions? Parce que les premières recherches se focalisaient sur le nord et le Pulaar du sud n'était pas décrit. Et je voyais là qu'il fallait ajouter certaines précisions, certains approfondissements du Pulaar au Sénégal. Et par la suite, depuis 2018 aussi, je fréquente l'INALCO et j'avais pas vu un Pulaar qui parlait du Pulaar du Sud. Je me suis dit qu'à ce niveau, il faut quelqu'un au moins décrit ce Pulaar du Sénégal qui fait aussi partie des langues du Sénégal. Problématique, objet de ma recherche. Ce qu'il faut comprendre que le Pulaar est une langue parlée dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Les populations Peul, notamment au nord et au sud, pourtant, selon les Peuls ne parlent pas le Pulaar de la même manière. Les mots, les prononciations et les expressions changent d'un endroit à l'autre. Dans les familles ou amis au sein des associations Peul, plusieurs dialectes ou Pulaar sont utilisés. Des différences s'expliquent de l'histoire par les groupes, les déplacements des populations et l'influence des langues telles que le mandinka au sud ou encore l'arabe, le français, l'anglais et le portugais. Alors, l'objet de ma recherche sert surtout à répondre quelques grandes questions. Quel groupe lignagé a quoi, quand, où et pourquoi? Quelle variable linguistique? Ainsi, quel dialecte parlé par quel groupe lignagé? Pourquoi ces parlers évoluent-ils? Pourquoi le Pulaar varie selon les régions et les groupes? Ces interrogations nous poussent évidemment à avoir des hypothèses de travail. La première hypothèse, c'est de voir les migrations Peul sont des sources de variation linguistique. Dans quelle mesure les migrations pourront être des sources de variation linguistique que nous allons visiter après la recherche. Nous avons aussi l'influence du français, de l'arabe, de l'anglais et du portugais qui pourrait engendrer des empreintes linguistiques dans les interactions Peul. Plusieurs variables du Pulaar sont parlées au Sénégal. Exemple, nous avons constaté le Diawaringa et le Gabunkere du Fouladou qui seraient les mieux véhiculés dans la zone du Sud. Les langues nationales du Sénégal, telles que le Mandinka, pourraient influencer aussi le lex du Pulaar au Fouladou, puisque la carte nous montre qu'au sud, il y a beaucoup plus de langues. Donc, il y a une forte variation lexicale qui se différencie des Peuls du Nord. De là, nous allons essayer de voir quelle méthodologie utiliser
pour faire une recherche, pour faire des enquêtes. Évidemment, pour chaque recherche, il faut forcément une méthodologie. Et nous avons choisi une approche ethnographique qui consiste à faire une observation prolongée, une prise de notes la plus dense et une approche qualitative qui mettra en évidence l'ensemble des techniques d'investigation qui pourront nous aider à avoir ou à avoir euh, des données qui expliqueraient nos constats sur le terrain. Certains chercheurs, tels que la platine, notent que l'ethnographie est d'abord une activité visuelle. Marcel Duchamp le peinture comme une activité de rétinienne. Certaines particularités visuelles de la méthode ethnographie vit notamment, telles que Malinowski impose l'observation directe de la vie réelle. Cela dit que, en tout cas, pour faire de la recherche, il faut avoir une vision, il faut savoir observer, il faut avoir ce qu'on pourrait avoir, ce qu'on pourrait dire, avoir l'œil de Dieu, voir là où beaucoup de personnes ne peuvent, là où l'homme du commun ne trouve pas des sujets d'étonnement, il faut avoir ce regard, pouvoir dire ou pouvoir trouver des questions là où l'homme du commun ne peut pas trouver des interrogations. Mes outils de collecte de données, nous avons l'observation participante que nous avons utilisée dans les milieux Peul. Nous avons l'entretien semi-directif, le focus group, qui consiste à être avec des amis d'enfance autour d'un thé. Nous avons un questionnaire. Nous avons aussi suivi des émissions à la télévision. Nous avons aussi participé pendant mes enquêtes à des événements de solidarité qu'on appelle au Sénégal, le Kilé ou Daol, Ngessa Tcherno. Tous ces outils m'ont permis d'avoir quelques données. Alors, à ce niveau, on va arriver à ce qu'on pourrait appeler une population d'enquête. Pour obtenir nos données, nous avons interrogé des familles par catégorie. Des familles traditionnellement Peul. Pourquoi famille traditionnellement Peul? Pour avoir certaines normes, certaines valeurs, c'est-à-dire que des mariages entre Peul, des groupes lignagés de Peul au Fouta Toro, au Fouta Djallon et en Haute-Casamance. Nous avons aussi pu interroger des imams et talibés dans les doulal ou daïra qu'on appelle école coranique. Et tout ça nous pousse à savoir comment interroger nos locuteurs. À savoir quel métier fait la personne interrogée, le lieu de travail de la personne, qui il fréquente, les pays visités, pour nous permettre de toucher directement le cœur de la population ciblée. Ainsi, nous avons pu interroger pendant nos enquêtes 18 familles traditionnellement Peul en ville, telles que la ville de Vélingara, de Madinatul Huda et de Kolda. Nous avons aussi interrogé 11 familles traditionnellement Peul dans les villas, dans les départements de Kolda et Bounkiling. Nous avons pu aussi avoir 5 daïras. Un daïra, c'est un lieu d'enseignement du Coran en ville, des daïras aussi en campagne. Nous avons finalement pu interroger 12 étudiants Peul dans chaque université du Sénégal. Au Sénégal, nous avons 6 universités et dans chaque université, j'ai choisi de suivre au moins deux étudiants. L'ensemble des populations que j'ai pu interroger selon l'âge, le groupe, le niveau de scolarité, selon les variétés, selon le sexe et la population, et selon la fréquence d'usage du poula. Selon la fréquence d'usage du poula. Et de là, nous passons à
l'état des recherches. On peut dire, depuis la colonisation, des études linguistiques peuls ont été menées au Sénégal, notamment avec Faidherbe le général, sur les travaux intitulés Essai sur la langue poule et comparaison de cette langue avec le Wolof et les idiomes sérères et les autres langues du Soudan. Là, Essai sur la langue poule. Voilà un peu ces travaux m'ont poussé à travailler sur la langue Peul, puisqu'il y a eu beaucoup d'erreurs constatées ou de certaines choses qui ne sont pas dites comme il devait être dit sur la langue Peul. Là, bah, on parle de la langue Peul, mais là, il nous dit que la langue Poule. J'ai cherché à savoir qu'est-ce qu'il voulait dire. Alors, nous avons aussi les travaux de Gloria Lex, surtout sur le dialecte peul du Fouladou, études phonétiques et phonologiques telles que le Diawaringare du Fouta pour décrire la variable du groupe lignagé des Diawaringa. Cela dit, beaucoup de travaux ont été faits, mais la partie sud, il n'y avait pas suffisamment décrit. État des projets d'études. À ce niveau d'études, depuis novembre 2024 à nos jours, après quelques observations effectuées sur les usages du poulard, des enquêtes, nous avons pu finalement structurer le travail et discuter des notions et rédiger des chapitres. À ce niveau, j'ai pu rédiger 3 chapitres, à savoir contexte et cadre théorique et variation changement linguistique du poulard au Fouladou, une approche méthodologique, le travail de terrain, et les noms de déterminants et la variation phonologique des classes nominales du poulard au Fouladou. Voilà les 3 chapitres que j'ai déjà rédigés et je suis sur la transcription et analyse. C'est des choses qui sont en cours. Notion et discussion, changement linguistique et variété des langues. C'est les mots-clés que j'ai trouvé qu'il fallait un peu voir, avoir des discussions sur ces notions-là. Changement linguistique et variété de langues. Alors, la perspective structuraliste de la linguistique contemporaine considérant la langue comme un immeuble, l'état du changement linguistique fut longtemps relégué à un second plan. Mais là, surtout, moi, c'est la 3e paragraphe, là où je dis la société et la langue subissent toutes deux des variations, cela en permanence, est ainsi que les langues évoluent. Tel concept signifie clairement que le changement linguistique implique la variation sociale. S'agissant du poula, en tout cas, le changement linguistique, parlant de ça, on peut se poser quelques questions. Quelles sont les stimulations, les motivations du changement linguistique et en sont les innovateurs? Quels sont ceux qui résistent à ce changement-là? Vu les variations linguistiques du poula, il m'a fallu voir comment les linguistes, les différents angles, différentes approches des linguistes pour pouvoir me situer. Alors, parler du changement linguistique en résumé, souvent à faire l'état de modifications plus ou moins rapides d'une enquête subisse tout au long de son histoire. Et la notion de variété de langue, on peut dire que tous les locuteurs de langue ne parlent pas nécessairement de la même façon. Nous prenons exemple le français de Paris est différent du français de Marseille. Le français d'Afrique est différent du français de Paris. Et c'est pareil avec le poulard. Le poulard des étudiants est un peu différent du poulard des paysans ou des gens qui n'ont pas eu la chance d'étudier. Le poulard du Nord est différent du poulard du Sud. Il y a beaucoup d'aspects qui interviennent et qui peuvent nous permettre de dire que on ne peut jamais parler de la même manière une langue. Alors, à ce niveau, on va parler du corpus. Qu'est-ce qu'un corpus? Quel est le type de corpus qui est question?
Alors, un corpus peut être considéré comme un ensemble de textes, d'audio, vidéos, photos qu'on puisse avoir pendant les enquêtes. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir, dès qu'on commence la recherche, quel est le type de corpus qui nous intéresse. Parce qu'il y a plusieurs corpus qu'on peut avoir. Exemple, juste une petite parenthèse. Pendant que je partais pour mon enquête, j'étais avec un professeur de médecine à l'université du Sine Saloum. Je lui dis que je pars au Sénégal pour faire mon terrain. Alors, il pensait que je voudrais acheter un terrain parce que eux, dans leur jargon, on fait pas un terrain, alors que dans la linguistique ou la sociolinguistique, on peut se permettre de dire que je pars pour mon terrain. On parle de corpus pour désigner l'aspect normatif de la langue, sa structure et son code en particulier. Corpus est généralement opposé à statut de langue qui correspond aux conditions d'utilisation de la langue. La chronologie suivie lorsque j'ai obtenu mon corpus. La première des choses, c'est faire le balisage du corpus. Modification apportée au brouillon, au texte brut. Après, nous avons pu catégoriser des données en des enregistrements en fonction des marqueurs linguistiques, dépouiller le questionnaire en fonction de l'objectif de départ. Ensuite, j'ai pensé avoir des logiciels qui peuvent m'aider à transcrire mes données. Pour le débit d'analyse, je me focalise surtout sur la linguistique descriptive. Résumé d'une enquête. Après les enquêtes, j'ai quelques résultats que j'ai pu obtenir. Alors, ce qu'il faut surtout retenir, après quelques enquêtes au Fouladou, j'ai vu que le Pulaar, il y a plusieurs groupes lignagés de Peul. Chacun se réclame Peul quelque part. Chacun se réclame Peul quelque part. Je prends l'exemple du Sud. Nous avons les Gawaringa. Moi, je suis un Peul Gawaringa. J'habite là à Kolda, tout à fait en bas. Donc, dans cette partie, on appelle Gaoringabe, les Firdunkobe. Nous avons aussi les Djombongabe qui est en Gambie. Au nord, nous avons les Foutankobe et à l'ouest, au nord, dans chaque partie du Sénégal, on peut avoir des groupes lignagés de Peul. Qu'est-ce que ces groupes lignagés nous poussent à obtenir? Évidemment, ces groupes lignagés parlent différemment le Pulaar et ça nous pousse à avoir des variantes Peul et c'est parlé. Nous pouvons noter le Gawaringare, le Gabonkore, le Kabardangare, le Fulodjeri, le Foutorankore, le Pulefutare. Tous ces variables sont parlées au Pulaar. Donc là, on peut se dire il y a plusieurs manières de parler la même langue qui est le Pulaar au Sénégal. Là, c'est la deuxième figure, ça nous montre la proportion d'usage des variantes Peul au Fouladou. Nous avons le Gabonkore avec 35%, le Gawaringar 45%, le Kabardangare 25%, le Pulefutare 100%, le Toro Doré, le Djerinkore, le Foutancore. Là, le Futare, nous avons 100%. Pourquoi? Parce que, en quelque sorte, cette variante est une variante commerciale. La majeure partie des locuteurs Peul pour le Furare, c'est des commerçants et dans les grandes villes, ils sont les propriétaires des boutiques, dans les marchés, dans les rues, partout, c'est des grands commerçants. Donc, pour passer l'activité commerciale, donc presque tous les autres dialectes, ils parlent en même temps, se parler au sud du Sénégal. Nous avons à ce niveau des exemples de variations linguistiques qu'on peut voir. Nous avons par exemple le Pulaar du Fouladou au sud, le Pulaar du Fouta Toro au nord, le Pulaar du Fouta Diallo au sud et ses significations en français. Exemple 1, nous, la jeune fille, dans ma variante, je dis Bama.
Alors, les locuteurs du Fouta Toro au nord du Sénégal, eux, ils disent Djiwo. Le Fouta Toro, le Fouta Diallo, eux, ils disent Djiwo. Pour une même langue, pour la même chose, trois façons de dire la même chose. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Exemple 3, Kilonding, Bayo, Aliatimu, même chose, qui signifie orphelin, trois manières de les nommer. Alors, pour cet exemple, on peut dire Kilonding, c'est empreinte mandin, puisque ça veut dire killing, fula, nan. Killing, ça signifie un. Bayo, au Fouta Toro, c'est un, c'est une chose qui a perdu à la fois ses parents. Aliatimu, c'est une empreinte arabe, que les locuteurs du Fouta Djallon utilisent pour parler du Pulaar. Le Diawaringare, caractéristiques qu'on pourrait observer, la description, les caractéristiques qu'on a notées du Diawaringare. Là, nous avons la semi-voyelle palatale. Y alterne dans les voyelles comme dans les substances avec les palatales J et J. Le seul que attesté de se parler et l'alternance se fait avec la velère G, Ng et G. Je prends l'exemple. Yirere, Yire, Gore, Jire, classe d'âge. Jilagol, Diaoringare, Futorankore, Jilagol, Gabunkore, Jilagol Pulaar. Ça veut dire racine verbale, nous avons Yilade ou Hailade, circuler sans but précis. Donc là, nous avons l'alternance du ye, ligue, et en pluriel, dire. Donc là, nous avons l'alternance du ye, digue, dingue. Nous avons aussi une alternance du we, dimbe, devant i et devant a, et une alternance du we, digue, devant o et ou. Dans les parlers Diaoringare, Gabunkore, exemple Woyere, Boye, à côté de Woyere, de Bobeye, aigle, parler Diaoringare, là où les autres locuteurs emploient librement Ulde, Gulle. Vous voyez. Ces différentes alternances affectent la langue Peul. Celles-ci font que le Pulaar ne jouit pas d'un usage homogène dans la partie sud du Sénégal. Ainsi, les variations morphologiques, socio-phonétiques, phonologiques sont observables dans les interactions Peul. Il y a aussi le Gabunkore avec l'alternance du mbe surtout et du be. Exemple, devant le o, nous avons bodi. Exemple, Boddi Boderi à la place de Mboddi Boderi, autre parler, on fait allusion au Diaoringare, au Gabunkore, au Diaoringare, au Futorankore. Devant ou Boulagol, au lieu de Mboulagol, Boulagol, autre parler Peul, manquer de respect à un supérieur. Nous avons là surtout la variation phonologique entre le B et le Mbe, dans le parler Gabunkore. Un troisième exemple, c'est avec le parler Kabadangare ou Djombongare, observé au sud du Sénégal, dans la partie de la Gambie. Ce qui frappe surtout, c'est la suppression, en tout cas l'inexistence de la finale latérale dans les classifications et les indices de classe. Nous avons par exemple Bobbe, au lieu de Pobbelngel. Donc, avec la classe Ngel, ce parler supprime cette classe, il n'y a pas la latérale. Donc, au lieu dans les autres parlers, nous utilisons Pobbelngel. Eux, ils n'ont pas le ngel. C'est ça qui fait qu'ils parlent Pobbelngel. Donc, si vous parlez avec un locuteur, vous avez peu de sens à comprendre, si vous êtes étranger au Sénégal, à comprendre réellement de quoi il est question. Ainsi, le parler du Kabada apparaît comme une variété étrangère du Pulaar. En effet, en dehors de la disparition de la consonne latérale, dans la classe des diminutifs du Pulaar, de l'existence de formes verbales uniques se parlait à un lexique particulier. Exemple, ils disent aussi Gorgol leso, Boal, Tchadgal, Mbalgu, au lieu de Durol, au lieu de Bassal, au lieu de Yasengo, au lieu de pour faire savoir respectivement aller près dans le cas des animaux.
nat, dehors à côté. Donc, en dehors de la suppression latérale, ils ont un lexique particulier que l'on trouve qu'au Kabada. Difficulté à rencontrer. J'ai deux difficultés majeures. La variation des réponses sur une question est par une même personne, d'un même groupe lignagé intervalle. Parfois, la personne se dit, moi, je suis Jawaringa. Mais en parlant, il me parle parfois des Gamonkoré, des Foutorankoré, il mélange tous les dialectes. Donc, du coup, parfois, vous avez du mal à savoir ou à classer linguistiquement le locuteur. Et la réticence des enquêtés s'ils sont enregistrés. En conclusion, on peut affirmer que le Gabon-Koré, le Jawaringa et le Toro de Fouta Toro, telles sont les variables qu'utilisent les locuteurs du Pulaar au sud. La mobilité des Peuls et l'hégémonie mandingue réalisée sur le Fouladou vers le 15e siècle sont les facteurs essentiels des empreintes linguistiques dans le Pulaar du sud. Il y a aussi les brassages et migrations des populations révélées confirment des traditions orales et les récits historiques relatant des déplacements des Peuls. On dit parfois, le Peul dit souvent, c'est las de mourir, c'est soi. Donc, un Peul trouve normal se déplacer tout le temps. Il y a aussi le contact de langues tel que le plurilinguisme des Peuls aussi au fil qui diminue la fréquence d'usage du Pulaar, surtout c'est les jeunes. Merci de votre aimable attention. Merci beaucoup pour la richesse de votre présentation. Les concepts puissants que vous mettez en exergue, la norme et la variation, sont essentiels. Ils nous accompagnent dans notre métier à chaque instant. On constate, quelle que soit la langue qu'on enseigne, que notre langue n'échappe jamais au phénomène de variation qui affecte à la fois le lexique et les structures morphosyntaxiques et phonétiques. Et par ailleurs, la diversité des usages ne doit jamais masquer la réalité des normes. Merci beaucoup d'avoir évoqué ces questions dans un contexte qui nous éblouit. La parole est au public. Y a-t-il des questions? Oui, s'il vous plaît, vous vous présentez et une question, s'il vous plaît, tout de suite. Oui, Issa Maïga du Mali. Merci, Monsieur Baldé, pour la brillante présentation. Moi, je m'interroge un peu sur vos capacités à couvrir l'espace géographique que vous nous avez présenté avec les dynamiques dialectiques que vous avez évoquées tout à l'heure. Est-ce que vous ne pouvez pas cibler une zone particulière du Sénégal et étudier ces dynamiques dialectales plutôt que d'élargir à tout le Sénégal, parce que sur la question des normes, je reste un peu sur ma faim. L'autre aspect, c'est un peu, je ne sais pas si ça existe au Sénégal parce que vous n'avez pas fait cas, mais au Mali, et finalement c'est lié à la migration, comme vous avez bien fait de le souligner. Et on trouve des îlots Peuls, de grands ensembles humains totalement différents qui finissent par absorber carrément les Peuls et leur parler. Donc, au lieu de parler Pulaar, on parle plutôt un peu Pulaar et beaucoup plus cette langue. Ouais. Donc, est-ce que vous avez intégré ces aspects? C'est un peu ce que je voudrais vous poser comme question. Merci en tout cas, je vous encourage beaucoup. C'est très, très, très intéressant ce que vous faites.
Merci beaucoup pour cette question. Alors, pour la limitation de l'espace, je me focalise beaucoup plus sur le Fuladu. Là, j'évoque la question du Nord. C'est surtout les Peuls. Il y a beaucoup de Peuls du Nord qui sont venus au Fuladu, alors que là, pour les classer, ils nous parlent de... Ils sont des Peuls des Peuls du Nord, tels que les Foutorankobe. Dans certaines parties du Sénégal, même si c'est au sud, c'est des jeunes qui sont habitués par des Peuls du Nord, en fait. La manière de parler, leur comportement, là, il n'y a pas de facteurs qui font que on les considère comme comme des Peuls du Nord, comme des Peuls du Sud. Ils se réclament des Peuls du Nord. Mais là, je suis beaucoup focalisé sur le Fouladou, qui est au sud du Sénégal, en fait. Alors, sur l'autre aspect, bien sûr, j'ai parlé de l'aspect où la force des Mandins sur le lexique des peuples du Sud. Alors, les peuples du Sud, il faut comprendre, il y a eu 4 migrations en quelque sorte. Il y a les premiers arrivés et les derniers qu'on appelle les Diawaringabe. Avant les Diawaringabe, il y a aussi les Gabunkobe. Cela veut dire que les peuples qui étaient des Gabou, ils sont migrés vers le sud du Sénégal. Avant qu'ils arrivaient, il y avait l'occupation mandingue. Et dans plusieurs lexiques, tels que le Kalera, je l'ai donné comme exemple, tel que Kilonding, tous ces aspects-là, c'est mandingue. Dans le lexique Pulaar du Sud, si vous extrayez la partie mandingue, il y a il y a beaucoup de mots qui sont des empreintes linguistiques, en tout cas, du mandingue qu'on trouve dans cette partie du Sénégal. Merci. Une nouvelle question, très rapidement. Très rapidement, si vous permettez. J'ai oublié de me... Oui. Donc, je voulais poser une question, mais je je la vais... parole à quelqu'un? Oui, bonjour, je voulais poser une question, mais je Attendez, poserai ma question. levez la main déjà. Je ne sais pas. Flore, oui. Qui est-ce qui a parlé? Oui, c'est moi. Excusez-moi, je voulais poser une question, mais je vais attendre que madame ait fini. Alors. Bon, je profite de cette petite pause déjà pour me présenter parce que j'ai oublié de le faire. Désolée. Voilà. Je m'appelle Camilla Kurbanova. Voilà, je suis de l'Université Lomonosov de Moscou et je participe à ce séminaire premièrement en tant que maîtresse de conférence et j'enseigne le FLE. Voilà, c'est pour ça que je suis très intéressée. Je me suis intéressée voilà à la première présentation et je remercie notre deuxième intervenant. Dont la présentation a été aussi très très intéressante. Voilà, en tant que chercheuse, voilà, j'étudie le français parlé en Vallée d'Aoste, voilà, pour donner une idée, et je m'intéresse également à la variation du franco-provençal dans cette région ces derniers temps. Voilà, en vous écoutant, je voulais vous poser une toute petite question. Vous avez évoqué 2 termes, dialecte et variante, par rapport à la langue que vous étudiez, voilà, le Peul. Dites-moi s'il vous plaît, qu'est-ce qui est voilà, normalement distingue des dialectes là, dans le Peul, ou voilà, où ça n'a pas d'importance voilà, dans le cadre de votre recherche, comment vous les distinguez? Merci. Et merci voilà, pour la présentation, bien sûr. Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Je n'ai pas bien saisi. La question ça porte sur voilà, la terminologie. Vous avez dit dialecte et variante, ou variété. Je pense que c'est variante. Voilà, en parlant de la langue que vous étudiez. Donc, normalement, on distingue des dialectes ou des voilà, quelle est la classification que vous avez choisie pour les recherches également? Voilà. Parce que c'est important. C'est important. Voilà, je vais pas entrer dans les détails pour le domaine que j'étudie, mais sur votre terrain, qu'est-ce qu'on distingue? Des dialectes?
Alors, là, je choisis dialecte plutôt que variante. Parce que pourquoi je choisis dialecte? Parce que dans une même dialecte, on peut avoir d'autres variables, mais d'autres variables. Je prends l'exemple du Jawaringar. Et dans le Jawaringar, il y a le Birasungar, il y a un autre groupe, il y a des sous-groupes en fait. Donc, ces sous-groupes, il y a plusieurs autres variables qu'on peut avoir dans la même dialecte. C'est pourquoi j'ai choisi le terme de dialecte plutôt que de variable. Merci. Flore, la question, c'était quoi? Ok, bonjour. Alors, je me présente rapidement. Donc, je suis doctorante en études africaines et je travaille sur les objets africains et afro-diasporiques dans l'espace caribéen et sur la manière dont ils produisent des formes de savoir et de transmission. Donc là, par rapport à votre présentation, je voulais savoir si les différences linguistiques que vous décrivez sont aussi liées à des mémoires territoriales ou historiques spécifiques et comment, si vous savez, ces mémoires, ils influencent les pratiques linguistiques aujourd'hui. Alors, et là, je pourrais dire c'est lié à l'histoire, à l'histoire. Pourquoi à l'histoire et au déplacement un peu. L'histoire, je prends l'exemple des peuples du Sud qui ont eu à cohabiter avec les Mandingues, avec les Diola, avec les Blancs. Donc, dans leur manière de parler, parfois, les peuples du Nord nous disent que nous, on parle pas le vrai peul en fait. Donc, on parle pas le pulaar pur, si on peut se réclamer puriste en tout cas. Ils nous reprochent souvent de ne pas parler le pulaar pur. Parce que pourquoi nous, au sud, nous disons par exemple le canari, on dit faka. Alors les peuples du sud, du nord, eux, ils disent londe. Il y a les classes, deux classes nominales, o faka et nde londe. Donc nous, pour nommer la même chose, nous c'est lié à l'histoire, mais eux, c'est lié à quoi? Est-ce que c'est eux qui utilisent la même chose? Est-ce que nous, on peut revenir en arrière pour dire que non, FACA, ça n'existe pas, il faut dire ce que les autres disent. Donc, il y a la question de normes qui revient. Qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est légitime? Ok, merci beaucoup. Je suis désolée, mais on n'a plus le temps pour d'autres questions. Donc, je laisse Thomas juste clore le séminaire de ce soir parce que là, on a déjà dépassé un Merci peu. beaucoup. J'aimerais dire plusieurs choses. D'abord, signaler que le professeur qui accompagne notre doctorant Oumar Baldé est avec nous, le professeur Abdourahmane Diallo, que je découvre sur mon écran, parce il y a les doctorants, il y a aussi des directeurs de recherche qui travaillent jour et nuit pour le bonheur de la jeunesse. J'aimerais aussi, avant de clore et de remercier nos intervenants, euh, faire de la publicité pour un ouvrage que nous sommes en train de publier. D'ailleurs, Diana Lemay, Monsieur Diallo en font partie également. Si vous êtes sur Paris, je pense que certains de nos doctorants sont en France et sont surtout dans la capitale. Je vous invite très cordialement à venir écouter les collègues qui vont présenter un ouvrage franco-allemand publié à Tübingen auprès de la maison d'édition auprès d'une maison d'édition de Tübingen. L'ouvrage s'appelle L'enseignement des langues dans une Europe multiculturelle, mutation géopolitique, configuration identitaire et priorités didactiques. C'est un ouvrage important avec une quinzaine d'articles, dont plusieurs chercheurs de Plidam. Donc le 1er avril, vous allez recevoir des invitations le 1er avril à 15 heures au PLC, la présentation. Si on considère que cette belle
cette double présentation vous a plu. Je suis ravi. Ce n'est pas fini puisque vous avez une, un autre séminaire en mars et un dernier en avril. Vous avez toutes les informations et on reviendra vers vous pour vous réveiller si jamais vous vous endormez. D'ici là, merci encore à Diana de nous accompagner depuis le sud de la France et merci à nos deux intervenants, Oumar et Jade. À très bientôt.